Vous pouvez passer à la deuxième pause de notre discussion. Oui, et justement, en parlant de liberté et d'intégrité académique, j'ai eu une expérience assez marquante pendant mon vol depuis l'Allemagne. Les avions ont maintenant une connexion Internet plutôt correcte. Donc je suis assis là, et la première chose que je vois, c'est un article qui venait tout juste d'être publié par le Bulletin of the Atomic Scientists. Et franchement, si je veux être, disons, précis, c'était tellement inexact que c'était même pas faux, c'était juste complètement dénué de valeur. Et bien sûr, un jour plus tard, je vais vous montrer ça dans quelques diapositives. Un jour plus tard, je reçois un email m'expliquant que le bulletin est une source d'expertise scientifique reconnue, qu'il faut leur donner de l'argent parce que ce sont de vrais experts et qu'ils informent notre société sur les questions cruciales de sécurité nationale dont nous devrions tous nous préoccuper. C'est donc un ensemble de questions assez intéressantes qui se posent là. Montrez donc la première diapositive, s'il vous plaît. Alors, il y a de graves erreurs et de la désinformation dans cet article du Bulletin of the Atomic Scientist à propos d'une fausse alerte survenue en 1995 en Russie. C'était bien une alerte. J'en parlerai un peu plus en détail selon le temps qu'on aura. Et l'article ne disait absolument rien de juste sur cette fausse alerte. Rien du tout. Il ne donnait aucune information sur ce qu'était réellement cette fausse alerte. À la place, il développait toutes sortes de discussions sur le fait que cette alerte aurait eu lieu alors que les Russes perdaient la guerre en Tchétchénie ou à cause du ralentissement économique russe. Bref, tout un tas d'éléments qui n'avaient strictement rien à voir avec cette fausse alerte, mais qui étaient quand même présentés comme si c'était lié. C'était vraiment incroyable. Une invention totalement hallucinante, pleine de détails sans rapport, qui ont peut-être eu lieu en même temps, mais qui n'avaient rien à voir avec la fausse alerte. Franchement, c'était remarquable. Alors, pour être juste, je veux quand même préciser que cet article a été écrit par deux personnes très jeunes, vraiment débutantes. Je ne vais pas trop parler d'elles, mais je dois dire que je suis un peu inquiet, honnêtement, parce qu'elles ont fait un travail vraiment médiocre. Je me sens presque désolé pour elles, parce que ce sont de jeunes chercheurs, et on pourrait dire qu'elles auraient dû savoir mieux faire. Mais ma première question en tant qu'enseignant, c'est comment leurs superviseurs, ou les gens avec qui elles travaillent, ont-ils pu les laisser faire ça? Quel a été leur rôle? Je veux dire, l'un d'eux vient de Princeton. Peut-être qu'ils travaillent pour une sorte d'ONG. Eh bien, peut-être. Mais l'un d'eux vient de Princeton, du programme Science and Global Security. Et si vous regardez mon profil Google, il est écrit à tort que j'ai été exclu de ce programme. En réalité, j'ai démissionné après que le programme a fait quelque chose d'éthiquement inacceptable, une faute universitaire dont je pourrais parler. J'ai donc démissionné par protestation, même après avoir siégé pendant 30 ans au conseil de ce programme. Ce n'était donc pas du tout comme c'est présenté dans mon... Enfin, je devrais passer tout mon temps à corriger ces fausses informations qui se retrouvent, vous savez, sur Wikipédia. C'est vraiment troublant. Bref, cet article était tout simplement ridicule. Passons à la deuxième diapositive. L'article était erroné. C'est sorti le 13 avril. La diapositive suivante montre ce que j'ai reçu le 14 avril, le lendemain. Cher Ted, dans un monde confronté à un risque nucléaire croissant, à une perturbation climatique qui s'accélère et à des technologies qui progressent à toute vitesse, avoir accès à une information claire et crédible n'a jamais été aussi essentiel. Le bulletin est reconnu pour son journalisme rigoureux, fondé sur la science, et nos programmes en ligne, comme en présentiel, complètent cette couverture pour décrypter des enjeux complexes et urgents.
Et pourtant, cet article, comme je l'ai dit, c'est même pas faux. Ça n'a rien à voir. Ça passe complètement à côté. Mais on n'a pas fini. Pour soutenir ce travail et faire avancer des solutions concrètes, il faut que tout le monde s'y mette. Vous pouvez contribuer à renforcer ce mouvement. Alors voilà, ce qui m'arrive, un jour après la parution de cet article complètement trompeur, rempli de fausses informations. Passons à la diapositive numéro 4. Voici le début de l'article, tel qu'il a été présenté. L'article comporte une photo très soignée que vous voyez juste en dessous. C'est la première chose qu'on voit dans l'article. La légende de la photo parle de la fusée, celle dont il est question, celle qui aurait provoqué cette fausse alerte. On y lit que la fusée a transporté des instruments à environ 200 000, soit 320 km, dans l'atmosphère. C'est totalement faux. Ce n'est pas du tout exact. Cette fusée suivait une trajectoire de très haute altitude. Elle est montée jusqu'à presque 1400 km. C'était extrêmement haut. C'est ça, l'information importante à propos de cette trajectoire. Les Russes n'avaient jamais vu de lancement de fusée depuis cet endroit précis, qui monte aussi haut. Ce qui a déclenché l'alerte, c'est justement que la fusée est montée beaucoup plus haut que tout ce qu'ils avaient observé auparavant. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'elle se déplaçait latéralement sur environ 300 km. Franchement, c'est complètement trompeur. Alors, si on passe à la diapositive 4, vous voyez, c'est juste un peu agrandi, et la diapositive 5, pardon, bon d'accord. Donc, voici un article du bulletin. Laissez-moi résumer à nouveau les affirmations. Vous allez sur le site du bulletin, vous leur donnez de l'argent en fait. Ah d'ailleurs, on m'a dit il y a quelques années que je n'étais pas accepté comme auteur pour le bulletin, donc j'ai arrêté d'écrire pour eux. J'aurais de toute façon arrêté à cause de ces articles. Mais on me dit, donne-leur de l'argent, parce que tu vois, ce sont eux qui détiennent la vérité. Ce sont des scientifiques, des experts. Et comme ce sont des scientifiques et des experts, ils te donnent des informations qui t'aident à être un citoyen responsable, un citoyen du monde et des États-Unis. Et pourtant, rien dans cet article n'est juste sur ce qui a provoqué cette alerte. Il parle de choses étranges comme « J'avais pris quelques notes pour vérifier moi-même ». C'était tellement bizarre que je ne me souviens même plus de tous les détails dont il parle. Il montre une incompréhension totale des systèmes d'alerte précoce par satellite. Ils évoquent des trucs comme des contraintes sur la transmission d'informations de lancement de missiles à cause de ce qu'ils appellent la mise en file d'attente que les satellites utiliseraient. Il n'y a absolument aucune raison pour que les satellites utilisent un système d'alerte. Les satellites sont conçus pour observer la Terre entière. On n'a pas besoin d'être prévenu à l'avance. Si quelqu'un vous dit qu'un lancement va avoir lieu et que vous avez un satellite capable de surveiller toute la planète, comme les États-Unis en ont, eh bien, vous le voyez. Vous voyez le lancement. Pas besoin d'alerte. Vous le voyez simplement parce que vous observez la Terre entière. C'est absurde. Pourquoi parler d'un problème d'alerte? Tout ça est inventé de toutes pièces, et ça montre une incompréhension totale des faits les plus élémentaires sur le fonctionnement des systèmes d'alerte précoce. Et ensuite, on utilise ces erreurs pour proposer des idées complètement absurdes. Franchement, mais bon. Alors, voici un article. Souvenez-vous, oui, c'est une bonne diapositive. Rappelez-vous, c'est une revue. Il y a un rédacteur en chef. Il s'appelle John Mecklin. C'est lui qui décide de ce qui est publié. Il a la responsabilité de vérifier si un article est exact ou non. Même un article de journal passe par un certain niveau de relecture. Au moins, on essaie d'avoir la bonne date, vous voyez. Et donc, juste par curiosité, j'ai fait une recherche sur Google. Je me suis dit, si je devais écrire un article là-dessus sans rien connaître du sujet, que ferais-je?
Alors, j'ai posé la question à Google. Quelle a été la cause de la fausse alerte russe en 1995? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais en gros, la recherche Google donne toutes les bonnes réponses. Autrement dit, si vous aviez simplement fait une recherche sur Google, vous auriez trouvé des informations globalement exactes. Il y a bien quelques petits détails qui ne sont pas tout à fait justes, mais je suis un expert dans ce domaine. J'ai passé des années à travailler sur ce problème précis. On trouve aussi des références à des articles. Sur la droite, on voit « Incident de la fusée norvégienne » sur Wikipédia. L'article Wikipédia est très complet. Il y a aussi un article de l'Union of Concerned Scientists et un autre que j'ai coécrit ça doit faire plus de 25 ans. False Alarm Nuclear Danger, signé Jeff Forden, Pavel Podvig et Theodor Postol. Il suffit de lire ces articles pour comprendre à un niveau tout à fait compétent tout ce qu'il faut savoir sur la façon dont cette fausse alerte s'est produite. Vous n'avez rien compris. Si vous avez cru un seul mot de cet article du bulletin, alors vous ne savez pas de quoi vous parlez, et tout ce que vous dites ou proposez est faux. C'est aussi flagrant que ça. Alors, si vous voulez voir à quel point c'est frappant, sur la diapositive suivante, je vous montre simplement la page Wikipédia. Elle est assez longue, mais on y voit une image de la fusée qui a été lancée. On y voit aussi une carte. Rien de tout ça n'apparaît dans l'article du bulletin qui montre le point de lancement. Et franchement, si vous lisiez cette page et que vous la preniez au sérieux, vous en sauriez infiniment plus que les auteurs de cet article. Parce qu'il est évident qu'ils ne comprennent pas ces faits de base, ces informations élémentaires. Ils n'ont même pas vérifié Wikipédia. Alors, pour bien insister là-dessus, si on passe à la diapositive suivante, elle vient directement de l'article Wikipédia. Je ne vais pas tout lire, mais ça montre des articles que vous pouvez consulter qui parlent de cette fausse alerte. Et franchement, pourquoi écrire un article sans montrer la moindre connaissance, même basique, du fonctionnement des satellites, alors que le sujet concerne justement les satellites d'alerte précoce, et publier ça? Et comment l'éditeur de la revue, M. McLean, qui prétend être un expert lui aussi, d'ailleurs ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, donc je vais parler franchement, il est techniquement illettré. Sa parole ne vaut rien. Je l'ai eu comme éditeur, je sais de quoi je parle. Il vous disait une chose et faisait le contraire. Il essayait de vous induire en erreur quand il éditait un article. Franchement, j'ai jamais eu affaire à un rédacteur en chef qui faisait ça. Ce type est unique. Et ensuite, il publie cet article, qui était clairement, même un enfant aurait pu le vérifier et voir que c'était n'importe quoi. Un enfant. Vous prenez un bon lycéen, quelqu'un qui sait utiliser, ChatGPT ou un outil du genre, et il verrait tout de suite que cet article, c'est du grand n'importe quoi. On parle du Bulletin of the Atomic Scientist. Il se présente comme une organisation d'experts. Il se vante d'être une source scientifique sérieuse en matière de sécurité nationale. Et il publie ça, du pur non-sens, du non-sens total. Passons à la diapositive 9. C'est juste une image tirée d'un autre article que j'avais écrit à ce sujet il y a une dizaine d'années. Mais la diapositive 10, elle, présente les points que je veux aborder. D'abord, quel est le problème et comment peut-on le résoudre au sein du bulletin? Le bulletin a une longue histoire. J'écrivais déjà pour le bulletin il y a plus de 40 ans. À cette époque, des gens sérieux s'occupaient de sa direction. Aujourd'hui, c'est devenu un club social de personnes qui se disent qu'elles sont vertueuses. Vous voyez, elles savent mieux que vous et moi, et elles vont nous expliquer comment gérer le monde, comment faire le bien pour éviter que la planète ne soit détruite par une guerre nucléaire
ou par le changement climatique. Un autre sujet que je mentionnerai brièvement. Alors, premier point. Cet article n'est qu'un exemple parmi d'autres publiés régulièrement par le bulletin, où la rigueur scientifique et le contenu sont erronés, voire totalement dépourvus de valeur. Ce n'est qu'un seul article. Je pourrais en citer des tas. Et je compte essayer de parler au conseil du bulletin. Je le dis publiquement. Si je ne parle pas au conseil du bulletin, ce ne sera pas parce que je ne veux pas, mais parce qu'eux ne veulent pas me parler. Je suis un scientifique avec une certaine réputation et je pense pouvoir leur dire des choses qu'ils devraient avoir envie de savoir. Donc j'ai l'intention de m'adresser au conseil. On verra si ça se fait. Vous pourrez me reposer la question un jour plus tard. D'accord? Le bulletin. Je sais avec certitude que le bulletin n'a aucun processus de relecture des articles. Aucun. Or, tout journal qui prétend être un journal scientifique a un processus de relecture approfondi. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que même quand on est expert, on veut qu'un autre expert relise. En fait, la raison pour laquelle on m'a dit que le rédacteur en chef, M. McLean, ne voulait plus jamais traiter avec moi, c'est parce que j'insistais pour qu'il fasse relire un article qu'il ne voulait pas publier. Et il s'est avéré qu'il m'a menti. D'ailleurs, j'ai tous les emails, donc si quelqu'un veut les voir, il m'a menti à propos du processus de relecture, parce qu'il n'avait pas trouvé de relecteur. Et ensuite, il a essayé de prétendre que le processus de relecture était secret. Franchement, c'est une blague. Le processus d'évaluation, l'identité du rapporteur, est en général tenue secrète vis-à-vis de l'auteur, pour des raisons évidentes. Mais on ne garde pas l'évaluation elle-même secrète. Elle doit être. En fait, j'ai démissionné du groupe de Princeton quand j'ai découvert qu'ils avaient utilisé une lettre diffamatoire contre moi, envoyée en secret contre moi et contre l'article que j'essayais de publier. Et ils ne m'avaient jamais parlé de cette lettre, ni du fait qu'ils s'en étaient servis pour leur évaluation. J'ai dit, si vous faites ça, vous violez les principes même de l'évaluation par les pairs. Cet article contenait des affirmations incroyables à mon sujet. Par exemple, que j'étais un négationniste de la Shoah. J'ai fini par mettre la main sur cette lettre. Un négationniste de la Shoah. Ce torchon avait été écrit, et eux, ils l'avaient lu. Ils ont pris cette lettre comme si c'était quelque chose de sérieux. Il faut savoir que je faisais partie du comité de rédaction. Enfin, je veux dire, il faut bien distinguer les choses, parce que je publiais aussi dans la même revue. J'ai siégé au comité de rédaction pendant 30 ans, et les 3 rédacteurs impliqués dans cette affaire étaient tous d'anciens étudiants à moi. Alors, laisse-moi te dire, Nima, si un jour je reçois une lettre disant que Nima est, je sais pas, peu importe quoi. Franchement, peu importe ce qu'elle raconte. Si je reçois une lettre qui circule dans ton dos, je te promets que tu seras la première personne à en avoir une copie. Tu vois, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct de garder secrètes des calomnies derrière le dos de quelqu'un. Quand quelqu'un écrit des lettres secrètes sur toi, peu importe que ce soit vrai ou pas, tu as le droit d'en être informé. Vous savez, c'est quand même un comportement scandaleux auquel j'ai été confronté de la part du bulletin et en fait aussi du groupe de Princeton. Et bien sûr, l'un des auteurs vient de Princeton, donc du groupe de Princeton. Bref, revenons à la diapositive numéro 10. Très bien, je voudrais faire une remarque ici. J'ai aussi beaucoup travaillé sur le changement climatique. Je n'en ai pas parlé, c'est un autre sujet, mais je connais assez bien le changement climatique, les bases scientifiques du changement climatique. Et je peux vous dire que les articles sur le climat publiés dans le bulletin sont presque toujours absurdes, voire carrément de la désinformation. D'accord? Et j'ai essayé de le faire comprendre à M. McLean parce que je voulais lui dire « Pourquoi ne pas faire intervenir des relecteurs ?»
Vous vous inquiétez du changement climatique, non? Très bien. Faites relire les articles que vous publiez par des gens qui connaissent un peu la science, au lieu de publier n'importe quelle absurdité écrite par quelqu'un qui s'inquiète simplement parce qu'il ne comprend rien. Ces articles, en général, reflètent surtout l'ignorance de la personne qui les écrit. Vous savez, du genre « Ah, je ne comprends pas pourquoi il fait ce temps-là aujourd'hui, ça doit être à cause du changement climatique. » C'est incroyable, ce bulletin, comme vous pouvez le voir dans la lettre que je vous ai montrée, parle de sécurité nucléaire, de guerre nucléaire, de changement climatique. Mais rien de tout ça n'est appuyé par une véritable expertise académique qui aurait relu ces articles. C'est simplement ce que M. Mecklin décide de publier sans aucun contrôle des autres parties du bulletin. Donc, ça concerne le bulletin en tant que comité consultatif scientifique. Je ne sais pas ce qu'ils font. En fait, ils ne font rien. J'avais écrit au comité consultatif scientifique il y a quelques années, avant qu'ils ne me mettent dehors, pour leur dire « Vous ne publiez pas d'informations exactes sur le changement climatique. » Je leur ai envoyé des articles scientifiques évalués par des pairs, en leur disant « Voilà des travaux dont vous devriez prendre connaissance. » Et j'ai reçu une lettre en retour, enfin, une lettre du président de l'époque, un certain Bob Rosner, un professeur éminent de politique publique à l'Université de Chicago. Oui, éminent, vraiment. Je ne trouve aucun article de ce type sur les politiques publiques. Aucun. Mais il est présenté comme quelqu'un de distingué, et il me répond « Eh bien, j'en ai parlé avec quelques amis, et ils ne sont pas d'accord. » Alors là, je me dis « Moi, je suis scientifique. Toi aussi, tu es censé l'être. Qu'est-ce que tu veux dire, tes amis? Ils ne sont pas d'accord avec quoi, exactement? » Voilà donc le comité consultatif scientifique. Oui, il y a des gens, il y a même quelques chercheurs prometteurs, des gens qui pourraient faire des évaluations. Mais si tu veux évaluer un article qui n'est pas dans ton domaine, il faut bosser un peu. Tu as la formation pour ça. Si tu es un scientifique bien formé, tu peux le faire. Tu sais, beaucoup des sujets dont j'ai parlé ces dernières années, depuis que je fais des choses sur le web, ce sont des sujets que j'ai appris en cours de route. Je suis un scientifique bien formé. Je peux aller chercher une information, la consulter et la comprendre très vite, parce que j'ai toute la base technique nécessaire pour saisir quelque chose qui prendrait beaucoup plus de temps à quelqu'un sans cette formation. Et franchement, c'est une bonne chose pour moi, parce que ça élargit ma compréhension de toutes sortes de sujets que je devrais connaître. Même si, bien sûr, on a tous des limites de temps et d'énergie. En même temps, je suis capable de traduire tout ça en discussions techniques solides et compréhensibles, que le public peut assimiler et qui l'aident à prendre des décisions plus éclairées par lui-même. En d'autres termes, mon objectif, c'est d'aider les gens à comprendre suffisamment les faits de base, les faits exacts, pour qu'ils puissent ensuite décider eux-mêmes quelles options politiques leur paraissent sensées. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. C'est ma position. Je suis là pour vous aider à comprendre les enjeux. Et c'est à vous, en tant que citoyen du monde et de votre pays, de réfléchir, de décider ce que vous croyez en fonction de vos valeurs et des valeurs que vous pensez que votre pays devrait mettre en avant, et de voir comment vous allez aborder tel ou tel problème. C'est ça que j'essaie de faire. Bref, voilà la situation avec l'article. Est-ce que j'ai quelques minutes pour en parler? Oui, on l'a fait. Bon, alors passons à la suite et parlons de ce qu'était réellement cet événement, parce que c'est un événement très intéressant. Allons à la diapositive 29. Voilà.
Il s'agit de l'expérience russe, la fausse alerte du 25 janvier. Si on passe à la diapositive suivante, toute personne qui aurait vraiment pris le temps de comprendre cette alerte, ce que j'ai fait, se serait posé la question, pourquoi le chien n'a-t-il pas aboyé? Voilà à quoi ça ressemble. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fusée, allons à la diapositive 31, a été lancée. C'est une fusée à 4 étages. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à en parler, mais si on va à la diapositive 35, on voit le profil de vol propulsé de cette fusée. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que si on regarde au-dessus de 50 km, donc disons entre 50 et 100 km d'altitude, on voit qu'il y avait un troisième étage de fusée. Les 2 premiers étages se sont consumés en dessous de 50 km. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agissait d'une fusée scientifique. Les ingénieurs qui l'ont construite cherchaient un peu partout des morceaux de moteurs de fusée pour pouvoir envoyer quelque chose à haute altitude dans le cadre d'une expérience ionosphérique à un coût qu'ils pouvaient se permettre. Parce que eux, contrairement à Lockheed, ne pouvaient pas simplement décrocher le téléphone et dire « construisez-moi cet étage de fusée ». Alors, ils ont récupéré 2 ou 3 étages provenant d'anciens missiles solaires, juste pour donner un peu d'élan à l'engin. Ensuite, ils ont utilisé un vrai étage de fusée, un étage de la NASA, pour propulser la charge utile depuis environ 52 ou 53 km d'altitude jusqu'à peut-être 100 km, avant que le 4e étage ne commence à brûler. Eh bien, il se trouve que, si vous allez à la diapositive 36 et que vous regardez les événements de coupure de moteur associés à un missile balistique Trident II ou Trident Wing, il y a des phénomènes, je ne vais pas entrer dans les détails, qu'on peut observer sur un radar d'alerte avancé à longue portée. On peut les reconnaître, mais on ne peut pas vraiment les distinguer en détail. Par exemple, on voit le moteur de la fusée en train de brûler parce que le panache du moteur renvoie un écho radar. Et quand le moteur s'éteint, d'un coup, le panache disparaît. On peut toujours voir la fusée, mais plus clairement, on distingue juste une tache, un point lumineux, c'est la fusée. On sait que le panache brûlait jusqu'à une certaine altitude, puis qu'il s'est arrêté. Alors, est-ce que ça ressemble à une fusée? Comment je classe cette fusée? Peut-être que c'est un Trident II, parce que quand je vois ça, je ne vois pas les étages inférieurs. La courbure de la Terre m'empêche de les voir. Mais je vois l'étage supérieur, et il s'éteint à une altitude qui correspond à celle du premier étage d'un Trident II. Impressionnant. Si c'est bien un radar d'alerte avancé, alors ce n'est pas une bonne nouvelle. Je veux dire, je ne suis pas vraiment ravi de voir cet événement. Donc, si je passe à la diapositive 37, on y voit la trajectoire complète de cette fusée. La petite courbe rouge en dessous, c'est l'un des étages inférieurs que je détecte avec le radar. Maintenant, le radar observe. Malheureusement, je n'ai pas. Passons à la diapositive 40. La diapositive 40 montre le champ de balayage du radar qui a détecté le lancement. Ce que le radar a vu, c'est un moteur de fusée qui s'est arrêté et ensuite plus rien. À une altitude qui aurait pu correspondre, vous savez, à un missile balistique Trident. Alors, pourquoi cela déclencherait-il une alerte? Eh bien, la raison pour laquelle ça pourrait en provoquer une, c'est si on passe à la diapositive 44. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à l'apogée, si c'était un missile Trident, je serais en train de faire exploser une arme nucléaire. Et cette arme nucléaire créerait une couche ionisée dans l'ionosphère, ce qui rendrait le radar aveugle. Ce serait comme si je jetais une couverture métallisée par-dessus le radar. À ce moment-là, le radar ne peut plus voir au-delà de cette couche d'air ionisé, à haute altitude. En résumé, je suis pratiquement aveugle. Alors, si on passe à la diapositive 55, on voit que le radar regarde vers l'extérieur et qu'il y a cette couche d'air ionisé.
On la distingue à environ 50 km d'altitude. On voit une zone légèrement aplatie, mais courbée, avec un hachurage. Cela montre la région, le volume de ciel que l'explosion nucléaire a ionisé. Et au-delà de cette zone, le radar ne voit plus rien. Le radar est bloqué. Alors, si je passe à la diapositive suivante, ça veut dire que le radar ne peut pas détecter les missiles balistiques qui arrivent depuis l'Atlantique Nord. L'idée de faire exploser une arme nucléaire à haute altitude, à proximité, ce serait donc d'aveugler le radar pour qu'il ne voit pas l'attaque en cours de préparation, qu'il aurait normalement pu repérer, puisqu'il pouvait observer à plus longue distance avant la détonation nucléaire. C'est une attaque complètement folle. Je veux être très clair là-dessus. Mais c'est une attaque qui a inquiété aussi bien les États-Unis que les Russes. La seule raison, enfin vous allez me dire, comment je sais tout ça? Eh bien, c'est parce que j'ai étudié la guerre nucléaire. J'ai étudié la guerre nucléaire au Pentagone et j'ai fait mes propres calculs parce que je voulais comprendre ce que je faisais. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris que la réaction russe venait du danger que représentait cette fusée inconnue, qu'il pouvait prendre pour le début d'une attaque nucléaire contre la Russie. C'est à ça que le système réagissait. J'ai donné une conférence à Stanford quelque temps après avoir commencé à analyser tout ça. Dans le public, il y avait un colonel général à la retraite, ancien commandant du centre d'alerte précoce de Moscou. Un homme charmant que j'ai appris à bien connaître. Et il m'a dit, « Ted, tu as trouvé. C'est exactement ce qui nous inquiétait quand nous étions en service. » Alors, la question naturelle que j'ai posée, c'est « Pourquoi ?» Revenons à la diapositive 56. Pourquoi les satellites d'alerte précoce russes n'ont-ils pas détecté le lancement de ces missiles balistiques tirés depuis des sous-marins dans l'Atlantique Nord? Et la réponse, après un travail énorme, c'est que les satellites russes ne peuvent pas regarder directement vers la Terre. Il y a une explication technique à cela, qu'on ne peut pas détailler ici pour le moment. Mais si les gens sont vraiment intéressés, ce serait un sujet à approfondir, parce que c'est un problème très intéressant. Les Russes n'avaient donc pas résolu le problème de l'observation directe de la Terre, un problème que les États-Unis, eux, avaient déjà résolu. D'ailleurs, ils ne l'ont toujours pas résolu aujourd'hui, ce qui me surprend beaucoup. En conséquence, les Russes n'ont aucun système satellitaire capable de leur indiquer qu'ils sont attaqués depuis l'Atlantique Nord. L'alerte d'une attaque venant de l'Atlantique Nord, ils la reçoivent grâce à leur radar. Donc manipuler ces radars, comme les Ukrainiens ont essayé de le faire à Armavir, là c'était un radar tourné vers le sud, vers l'océan Indien, eh bien, attaquer ces radars ou les perturber pourrait déclencher un niveau d'alerte très élevé dans le système d'alerte russe. Parce que les Russes se diraient « Pourquoi ça arrive? Qui fait ça ?» Et moi, je ne sais pas si ce drone qui a endommagé ou mis le radar hors service est américain ou ukrainien ou... Enfin voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette drôle d'histoire sur Internet dans laquelle je suis maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été vraiment bouleversé quand les Ukrainiens ont attaqué ce radar d'alerte précoce russe. À ce moment-là, j'ai commencé à écrire à des gens comme Jeffrey Sachs pour essayer de les pousser à prévenir les autorités compétentes. Je savais que Sachs avait des contacts à la Maison-Blanche. Et d'après mon expérience passée avec la communauté du renseignement américain, je savais que les gens à la Maison-Blanche ne connaissaient pas grand-chose à leur propre système d'alerte précoce et qu'ils ne comprenaient pas non plus les limites du système russe. Il y a toute une histoire intéressante derrière ça, sur la façon dont je m'en suis rendu compte. À l'époque, l'administration Clinton m'avait demandé d'examiner ce que les Américains savaient du système d'alerte précoce russe.
Bress recoprises with Benth no Maus. in thinking about early warning cooperation with the Russians. And when I reviewed the code word, Et quand j'ai examiné les documents classés Code Word, j'ai été stupéfait de découvrir que le système de renseignement américain ignorait que le système russe d'alerte précoce par satellite ne pouvait pas observer la surface de la Terre pour détecter des lancements. C'est important parce qu'en situation de crise, un président américain pourrait se dire « Bon, les Russes font ça. Ils doivent savoir que nous le savons. Ils doivent penser qu'on est en train de les attaquer. Il faut qu'on réagisse. » Ce genre de malentendu pourrait littéralement conduire à une utilisation massive d'armes nucléaires, à la fois par les États-Unis et par la Russie. C'est une grave défaillance du renseignement. this is a serious intelligence shortfall. And when I discovered this, I was working with a bunch of Et quand j'ai découvert ça, je travaillais avec un groupe de Russes et je me suis dit, c'est trop sérieux pour ne pas leur dire que j'ai compris ce qui se passait. Alors je suis allé à Moscou. Franchement, je savais pas si j'allais être arrêté parce que c'était un secret, un des secrets les mieux gardés de Russie. Il fallait que ce soit le cas. Je sais comment nous, les Américains, on aurait réagi. On l'aurait gardé secret. Quand on a lancé nos premiers satellites d'alerte précoce, on n'a même pas reconnu qu'on essayait de faire ça. C'était secret. Le simple fait qu'on essaie de le faire était secret. It was secret. The fact that we were trying to do it was secret. And I went to Russia and I gave a talk. Je suis allé en Russie et j'y ai donné une conférence. Et dans le public, que Dieu ait son âme, il y avait Anatoly Savine. Il est mort aujourd'hui, donc je peux en parler, ce que je ne ferais pas normalement. Anatoly était le concepteur en chef du système russe de satellites d'alerte précoce. J'étais là, en train de parler devant un groupe de personnes d'une organisation appelée Cometa. Cometa, c'est une énorme structure publique dirigée et possédée par l'État. C'est un peu l'équivalent de Lockheed, Raytheon et toutes les autres réunies, mais appartenant au gouvernement. Ce qui, à mon avis, est la bonne façon de faire. On ne veut pas que des entreprises privées décident de ce qui est bon pour la sécurité nationale, comme c'est le cas chez nous. Et lui, Anatoly, il dirigeait tout ça. Enchaîne. So he's head of this thing. He's been decorated multiple. Il a été décoré plusieurs fois pour son travail pendant la Grande Guerre patriotique et aussi pour d'autres choses. C'est un communiste convaincu. Je veux dire, lui et moi, on avait une très bonne relation. Pour une raison que j'ignore, il m'aimait bien. Alors je plaisantais souvent avec lui à ce sujet. Mais c'est un homme sérieux, vraiment. Et un jour, il est assis là et il me dit « Tu sais, Ted, dans ton analyse des zones de surveillance, la forme est fausse. La forme est fausse. » Ce qu'il m'a expliqué ensuite, c'est comment fonctionnait le système de balayage. Parce que je savais qu'il y avait deux formes possibles pour les zones qu'ils observaient, et ces zones étaient très limitées. Ce n'était pas le système mondial. Donc lui, non, il n'y a aucun doute, vraiment aucun, que Savin savait exactement ce qu'il faisait. Il me disait, tu as raison. Et s'il me disait ça, c'est parce qu'il avait compris que ce que j'essayais de faire, c'était de lancer un programme de coopération. J'allais voir les Américains en leur disant, c'est pas bon pour la sécurité américaine, pas plus que pour la sécurité russe. Stubber. Si les Russes nous attaquent par erreur parce qu'ils croient être attaqués, les États-Unis sont détruits tout autant que la Russie. Donc c'est dans l'intérêt de la sécurité nationale américaine d'aider les Russes à résoudre ce problème. Try to help the Russians solve this problem. And I've been working on this problem 25 years and getting nowhere. Et ça fait 25 ans que je travaille sur ce problème sans avancer d'un pouce. Donc oui, c'est un vrai sujet. Alors, quand j'ai vu cet article dans le bulletin, vous savez, ces gens qui se présentent comme des experts, qui m'ont déjà dit, en gros, tu es de trop, tu salis notre club, on ne veut plus te parler. Eh bien, je me suis dit qu'il fallait que les gens soient au courant. Et j'espère que parmi vos auditeurs, certains lisent le bulletin. Je pense que c'est le cas. Vu que votre public est plutôt bien informé, eh bien, il devrait écrire des lettres à propos de cet incident
de cette discussion qu'on est en train d'avoir. This particular discussion we're now having. They should write letters to the bulletin and demand. Ils devraient écrire des lettres au bulletin et exiger qu'ils fassent correctement leur travail ou qu'ils arrêtent tout simplement, qu'ils ferment et qu'ils cessent de se présenter faussement comme une organisation qui fournit des informations fiables. Vous ne le faites pas. Vous mentez. Vous vous faites passer pour des experts sur des sujets dont vous ne savez rien. Et ça, c'est immoral. C'est aussi dangereux. Si je vous dis que ce pont est sûr, alors qu'en réalité il ne l'est pas et qu'il risque de s'effondrer, je suis immoral en vous disant d'y aller. Eh bien, c'est exactement ce que ces gens font. C'est de l'immoralité à grande échelle et le bulletin doit se ressaisir. C'est en résumé ma conclusion pour cette discussion. That's my bottom line for this discussion.